L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France. Martine Aubry et à ses 35 ans. La Russie a un nouveau Premier ministre depuis ce matin, le chef des services secrets Vladimir Poutine. C'est la plus grave tempête qu'ait connue Paris depuis 50 ans. Un comité national pour le passage à l'an 2000. Image saisissante, digne de l'un de ces films de science-fiction dont raffolent les Américains. Mais hier à New York, il ne s'agissait pas de cinéma. Pas de cinéma, pas de cinéma, pas de cinéma. Bonjour et bienvenue dans la 3e saison de Mémoire d'un monde, le podcast qui croise l'histoire politique de la France de ces 30 dernières années avec celle du quotidien français de référence, le journal Le Monde. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate et je tends le micro à Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde, pour nous transmettre cette mémoire. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Avec nous également dans cet épisode, Alain Frachon, une voix qu'on connaît bien ici puisque vous intervenez chaque semaine dans Le Monde devant soi. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. On avait fini la saison 2 de Mémoire d'un monde sur la dissolution ratée de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac, c'était en 1997. Nous sommes maintenant au début du XXIe siècle. L'équipe de France de foot est championne du monde pour la première fois. La semaine de travail de 35 heures est en place. On a tous eu peur pendant les tempêtes meurtrières de 99 ou pour le potentiel bug de l'an 2000. Et ce n'est pas un bug, mais un événement fracassant qui va propulser le monde dans une nouvelle ère, les attentats du 11 septembre 2001. 8h56, une banale intervention dans les rues de New York, quand soudain, un grondement sourd. L'impensable vient d'arriver. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Transformé en kamikaze, il se crache sur le symbole de la toute-puissance économique américaine, les prestigieuses Twin Towers de New York. Dans les bureaux avoisinants, l'incrédulité, puis la panique et les larmes. Des dizaines d'employés font des signes, désespérés. D'autres vont choisir de se jeter par les fenêtres. Pour les plus jeunes, ces attentats, ce sont 4 avions de ligne qui sont détournés par Al-Qaïda. 2 frappent les tours jumelles du World Trade Center à New York, un 3e, le Pentagone à Washington, le 4e s'écrase en Pennsylvanie. 3000 morts et un monde qui bascule. Jean-Marie Colombani, le 11 septembre 2001, vous êtes toujours directeur du journal Le Monde et vous signez 2 jours plus tard un édito qui fera date « Nous sommes tous Américains ». Comment est-ce que vous est venue cette déclaration ? Elle est venue très naturellement parce que les États-Unis, c'est quand même grâce à eux que nous sommes libres. Et donc j'ai considéré qu'il y avait au premier chef un devoir de solidarité. Le peuple américain a été attaqué frontalement et donc nous devions d'être immédiatement solidaires, ne serait-ce qu'au nom de la proximité que l'on a avec les États-Unis, mais aussi du rôle qu'ils ont joué, encore une fois, dans la reconquête de notre liberté. Et le deuxième élément qui m'a motivé, là, ce jour-là, c'est la conscience vraiment aiguë qu'on changeait d'époque. Et que la période bénie qui avait suivi la chute du mur, 1989, et qui avait vu s'installer au fond une sorte de grande pacification, avec même le fameux Fukuyama pour nous expliquer que c'était la fin de l'histoire, et bien que cette période-là était terminée et que l'on entrait à nouveau dans une violence et des conflits qui seraient propres au XXIe siècle. Ça, voilà, vous l'avez senti tout de suite. Voilà les 2 éléments qui, m'ont conduit à cet édito. Extrait de l'éditorial de Jean-Marie Colombani, paru le 13 septembre 2001. Nous sommes tous Américains. Dans ce moment tragique, où les mots paraissent si pauvres pour dire le choc que l'on ressent, la première chose qui vient à l'esprit est celle-ci. Nous sommes tous Américains. Nous sommes tous New-Yorkais. Aussi sûrement que John Kennedy se déclarait en 1963 à Berlin, Berlinois. Comment ne pas se sentir en effet, comme dans les moments les plus graves de notre histoire, profondément solidaire de ce peuple et de ce pays, les États-Unis, dont nous sommes si proches et à qui nous devons la liberté et donc notre solidarité. Comment ne pas être en même temps aussitôt assailli par ce constat ? Le siècle nouveau est avancé.
Alors, il y a une question rituelle avec le 11 septembre, Jean-Marie, pour dire à quel point le choc a été vif. C'est de se demander, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez quand ça s'est produit ? Même les plus jeunes s'en souviennent généralement. Vous, Jean-Marie, vous étiez où quand les avions se sont écrasés sur les tours jumelles ? Alors à ce moment précis, j'étais à l'aéroport de Genève, en train d'attendre mon vol de retour sur Paris, parce que j'avais passé la matinée à négocier avec nos amis journalistes et dirigeants du journal Le Temps à Genève. Et donc de retour, avant que l'avion ne reparte, on avait sur les écrans le spectacle de ces effondrements et notamment du dernier en date des effondrements, c'est-à-dire la deuxième tour lorsqu'elle s'effondre. Et là, ça m'a immédiatement fait penser à ce qu'avait vécu l'un de nos fils 8 jours plus tôt, qui était en visite à New York avec le comité d'entreprise du Monde, comité d'entreprise qui organisait comme ça beaucoup de voyages pour les enfants des personnels du journal, et qui était donc monté en haut des tours jumelles pour admirer le panorama et écouter les gens qui organisaient cette visite expliquaient que les tours étaient indestructibles et qu'elles avaient été conçues, fabriquées, prévues pour résister à l'impact éventuel d'un avion à pleine vitesse dans la tour, et que cet impact-là n'affecterait pas la stabilité de la tour. Non seulement ça l'a affecté, mais ça a conduit à sa destruction. Donc c'est à ça, évidemment, que je pensais aussitôt. Et je pensais également à l'une de nos filles qui était sur place, qui était en stage au MoMA. Mais le MoMA, à l'époque, était en travaux, donc avait déplacé un peu vers le Queens son site provisoire. Et je n'ai pas pu avoir de nouvelles d'elle pendant toute la soirée, voire une bonne partie de la nuit, parce que toutes les relations étaient coupées. Et ensuite, elle nous a raconté son lent cheminement à pied à travers la ville, dans la fumée, dans les cendres, etc. Parce qu'elle a fait tout un parcours à pied pour rejoindre l'endroit où elle pouvait loger. Et donc, elle en est restée d'ailleurs totalement traumatisée, parce que c'était une atmosphère d'absolue fin du monde. Donc c'était un vrai traumatisme. Bon, je n'en étais pas là encore quand je cherchais à la contacter pour savoir si elle était bien vivante et non affectée par tout ce qui se passait. Et puis aussi avec un regard forcément critique sur l'erreur qui avait eu de la part des concepteurs de ces tours à penser qu'ils pourraient résister à un choc de cette nature. Alors, le choc, on les a vus, c'était absolument monstrueux. On ne pouvait que avoir un élan de solidarité devant ce spectacle et par rapport à une population qui était à ce point frappée. Alain Frachon, vous, à cette époque, vous êtes éditorialiste politique au Monde. Est-ce qu'au sein de la rédaction, on sent aussi tout de suite ce basculement d'époque dont parle Jean-Marie Colombani ? C'est difficile de savoir parce que j'étais plongé dans un travail qu'on m'avait demandé de faire, qui était de reprendre toutes les dépêches pour faire un récit factuel en séquence, si vous voulez, presque heure par heure. Mais sans doute, oui. Alors, c'était sans doute pas formulé, mais il y a eu cette prise de conscience qu'on entrait effectivement dans une autre époque. Il faut se souvenir, c'était la deuxième fois seulement depuis l'histoire de la République américaine qu'elle était attaquée sur son territoire. Et la première fois, c'était Hawaï, en 1941. Donc c'était son territoire, certes, mais c'était loin. Là, c'était New York, non seulement la ville étrangère, je crois, qui est la plus visitée des Français, mais voilà, quelle ville aussi. C'est la ville symbole de la modernité, de l'urbanité à l'américaine, tout ce que vous voulez, symbole de l'impérialisme américain. C'est là qu'il y a Wall Street aussi. Et les tours étaient les tours du commerce, les tours du World Trade Center. Donc c'était aussi, on était en pleine phase de globalisation économique. Et donc, bien sûr, il y avait ce sentiment que c'était un événement exceptionnel et qui sans doute, et ça s'est avéré tout à fait exact, ouvrait la porte à des temps pour le moins tourmentés, pour nous autres occidentaux en général et pour le monde arabe en particulier. Vous nous racontez là le travail qu'on vous avait demandé de faire, l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les coulisses d'un journal ? Comment ça se passe quand il y a un tel événement fracassant, mondial qui se produit ? Qu'est-ce qui se met en branle ? Comment ça se passe ? Quel travail d'équipe ? Ça se passe après le déjeuner, Jean-Marie. Oui, absolument. Il est 14h, 15h, je crois. Oui. Et donc, on se met au travail, mais ce qui est spectaculaire au Monde, c'est que ça devient une machine extrêmement performante, extrêmement puissante. Quand tous les rouages d'une rédaction se mettent
à turbiner en même temps, ça montre une capacité éditoriale très forte et qui est très spectaculaire et très admirable en fait. Et donc c'est cela qui domine dans ces moments-là. Par ailleurs, il y a des réunions, j'allais dire au sommet, nécessairement, avec la rédaction en chef, avec des discussions un peu tous azimuts. Et puis à un moment donné, moi je vais m'enfermer dans mon bureau la nuit, je sais pas, vers 1h ou 2h du matin pour écrire ce que j'ai finalement écrit. Mais ce qu'il faut voir, c'est que toute la machine est là et dans des conditions qui sont de tension et d'efficacité très très spectaculaire. Alors cet éditorial que vous signez marque les esprits, ne serait-ce que par son titre, pas seulement par son contenu aussi, mais le titre est très marquant, « Nous sommes tous américains ». Et il fait réagir en France. Certaines réactions ont été très positives, d'autres moins sceptiques, voire carrément de rejet. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce panel et ce qu'il pouvait dire de la France de l'époque ? La France de l'époque, comme à toutes les autres époques d'ailleurs, il y a un vieux fond d'anti-américanisme qui s'est manifesté. D'une part par des diverses théories du complot qui sont apparues assez vite, parce qu'évidemment, il y avait forcément quelque chose de louche dans cette histoire dans laquelle les États-Unis avaient probablement une grande responsabilité. D'autres se sont ingéniés à montrer qu'au fond, il fallait s'y attendre, parce que la politique américaine conduisait inévitablement à ce genre de représailles. Et donc ce courant-là existe, est assez puissant traditionnellement en France. Il s'est manifesté par des prises de parole de certaines personnalités qui gravitaient en général autour du monde. Je pense par exemple à Philippe Solers, dont nous avions accueilli aussitôt un papier dans les colonnes du Monde. Écrivain français. Écrivain français très connu, et à l'époque au sommet de son influence dans la République des Lettres, et où il expliquait que non, on pouvait pas dire tous américains, parce que précisément les États-Unis n'étaient pas un modèle ni admirable. En revanche, on aurait pu écrire tous new-yorkais, parce qu'on peut se sentir solidaire des new-yorkais. Et c'était ça l'angle d'attaque, si vous voulez. Partagé par une partie de la rédaction, certainement, parce que ça n'allait pas de soi d'écrire cela dans la rédaction du Monde, qui était quand même pour partie sensible aussi à ce vieux fond d'anti-américanisme qui est également partagé dans les différents courants politiques. Chacun a sa propre vision de l'anti-américanisme. Donc il fallait aller par-dessus cela et faire prévaloir une solidarité essentielle qui me paraissait engagée. En fait, dans cet édito, je me suis trompé sur un seul point, c'est que j'avais considéré que ça allait rapprocher la Russie de Poutine de l'Europe et des États-Unis. Ça a été vrai momentanément, et très vite, ça a été démenti par le comportement de Poutine. Non, la Russie n'a pas fait partie des mécanismes d'autodéfense qui se sont mis en place après cet attentat. Extrait du livre Les années d'Annie Ernaux. On ne parvenait pas à sortir de la sidération. On en jouissait via les portables avec le maximum de gens. On se rebiffait contre la déclaration du monde. Nous sommes tous américains. Quelques individus fanatisés, venus de pays obscurantistes, juste armés de cutters, avaient rasé en moins de 2 heures les symboles de la puissance américaine. Le prodige de l'exploit émerveillé. On se souvenait d'un autre 11 septembre et de l'assassinat d'Allende. Quelque chose se payait. Alain Frachon ? Je crois que, si vous voulez, dans le journalisme, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a une question qui est importante, c'est d'où tu parles. D'où tu parles, et au fond, à cette question-là, elle va donner plus ou moins de répercussions à ton texte. Et là, d'où tu parles, c'est tu parles du monde qui, comme l'a dit Jean-Marie, était lui aussi porteur d'une très forte tradition anti-américaine, une sorte d'anti-américanisme flottant, comme ça, culturel, politique, économique, c'était l'impérialisme américain, c'était la globalisation, et vous voyez ce discours-là, et c'est un discours qui était assez fort dans le quotidien Le Monde. Rappelez-vous que pendant la guerre froide, le fondateur du Monde, Beuve-Méry, avait orienté ses éditoriaux, pas l'ensemble du journal, mais ses éditoriaux vers ce qu'on a appelé une forme de neutralisme, c'est-à-dire qu'au fond, la France a la chance ou l'Europe, mais plutôt la France a la chance de se tenir à équidistance de l'Union soviétique et des États-Unis, comme s'il y avait une équivalence démocratique,
morale, tout ce que vous voulez, une équivalence politique entre la tyrannie soviétique et l'impérialisme américain. Bon, on pouvait au contraire refuser cette espèce d'équivalence entre les deux pôles de la guerre froide et considérer que les États-Unis étaient une démocratie très vivante, ce qui n'était pas le cas naturellement de la tyrannie soviétique. Et donc, c'est parce que cet éditorial arrive à la une du Monde qu'il marque. Nous sommes tous américains. Vous pensez bien qu'il y a des gens dans le journal qui n'étaient pas d'accord avec ça et dont le réflexe était très souvent celui auquel on va assister ensuite. Mais c'est la révolte des pauvres contre le Nord. Or, qui a fait les attentats du 11 septembre ? Des bourgeois, des riches. Sur les 18 pirates de l'air qui vont détourner les avions, il y a 16 Saoudiens qui sont des ingénieurs, qui ont fait leurs études en Allemagne notamment. Qui ont fait les écoles de pilotage, etc. Et le parrain de l'organisation Al-Qaïda, lui, Oussama Ben Laden, est le fils et l'héritier d'une immense société de travaux publics saoudienne, d'une immense fortune. Donc non, ce ne sont pas les pauvres qui ont fait le 11 septembre. Non, ce n'est pas Nord-Sud, c'est plus compliqué que ça. Toutes ces questions-là ont été soulevées par cet éditorial. C'est le rôle d'un éditorial de soulever un tas de questions. Mais, vous voyez, c'était beaucoup plus large encore que pour ou contre, comme le dit Solers. C'était beaucoup plus important que ça, de dire nous sommes tous américains dans un moment de solidarité absolue avec les victimes. Après, on peut s'amuser à contextualiser. Mais enfin, celui qui tue, c'est celui qui balance l'avion sur la tour. Et celui-là, il vient pas du monde pauvre, il vient pas du tiers-monde. Celui-là, il est ingénieur saoudien, parrainé par une grande fortune du royaume d'Arabie Saoudite, allié des États-Unis. Et justement, Jean-Marie Colombani, est-ce que vous savez comment votre texte a été reçu aux États-Unis? Est-ce que là, j'imagine qu'il a été bien accueilli? Est-ce que vous savez un peu quel écho est-ce qu'il a pu avoir? Il me semble que vous avez été invité à la télévision américaine après. Oui, je pense qu'il a eu un bon écho, peut-être parce que aussi il a surpris venant de la France. Même si Jacques Chirac, à bord de son avion, a été la première personnalité politique importante à survoler New York après les attentats et à observer ce qui s'était passé et exprimer d'ailleurs une solidarité aussi très forte. Mais l'édito a pesé davantage, me semble-t-il, et c'est vrai que ça m'a valu en effet peut-être une mémoire un peu plus longue parce que quelques années plus tard, à l'occasion de l'anniversaire du 11 septembre, je ne sais plus si c'était le 5e anniversaire ou plus, j'avais été invité par la radio publique américaine à commenter cet article pour que les profs s'en servent dans leur classe. Et donc ça, c'était une expérience intéressante. The headline in the French newspaper Le Monde on September 12, 2001, provided comfort when Americans needed it the most. The headline read, "We are all Americans." Jean-Marie Colombani wrote the article under that famous headline. How aware were you then of the response in this country to your headline, "We are all Americans"? The response, I don't know. I wasn't aware of nothing. I was just conscious that we were entering a new period of our history, so we had to be strong in the way of expressing it. Et puis par ailleurs, j'avais eu la chance aussi d'être interviewé par un des grands journalistes qu'on aimait tous, qui était Charlie Rose, qui avait une émission d'interview, peut-être pas tous les soirs, mais enfin qui était importante et qui était très suivie. Et donc du coup, j'ai pu exprimer, parce que c'était aussi un élément de surprise pour Charlie Rose. Donc il voulait en savoir plus sur pourquoi, comment, etc. cet édito. Donc voilà, je pense que ça a eu une bonne trace. En effet, ça se renverse très vite, cela dit, ça se renverse très vite, parce que à l'inverse, lorsque les États-Unis s'engagent malencontreusement et tragiquement dans la guerre d'Irak, en prétextant qu'il y avait au service de Saddam Hussein des armes de destruction massive qui n'existaient pas, la France dit non. Jacques Chirac dit non, il était à l'époque président, de même que l'Allemagne d'ailleurs de Gerhard Schröder, et ça vaut à New York même une vague anti-française phénoménale, où les restaurateurs débouchent les bouteilles de vin français et les vident dans le caniveau, où il est interdit de commander des frites parce que c'est les French fries, ainsi de suite. Enfin, toute une série de manifestations d'hostilité qui montrent que, voilà, ça peut se renverser très vite. Mais s'agissant du 11 septembre, non. Je pense que cet édito a été apprécié à son juste rôle, quoi, et à sa juste mesure.
La guerre en Irak, ce sera justement le sujet d'un des prochains épisodes de cette saison. Avant d'y arriver, Alain Frachon, on le disait, ces attentats du 11 septembre entraînent un changement de géopolitique mondial. Avant l'Irak, les États-Unis vont d'abord entrer en guerre en Afghanistan. Et puis, c'est surtout la politique mondiale qui va se réorganiser autour de la guerre contre le terrorisme. Probablement qu'aujourd'hui, en 2025, on y est encore dans cette guerre contre le terrorisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les enjeux de tout ça? Les enjeux sont énormes parce que je pense que la double réponse américaine aux attentats du 11 septembre ouvre une période qui se termine, qui n'est plus là, mais qui est la période de ce qu'on a appelé les guerres lointaines des Américains ou les guerres lointaines des Occidentaux telles qu'elles sont perçues par ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, c'est-à-dire l'essentiel de la planète, l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. La première guerre, c'est celle d'Afghanistan. Pourquoi l'Afghanistan? Dès l'hiver 2001. Et la France et tous les pays de l'OTAN sont d'ailleurs solidaires des États-Unis pour monter cette opération, mais beaucoup d'autres pays aussi. Et c'est là que Vladimir Poutine aide les États-Unis en leur permettant d'ouvrir une base dans un pays d'Asie centrale, qui était un pays indépendant, certes, mais qui dépendait de la Russie. Et Poutine, tout de suite, dit au président Bush Junior, tu peux utiliser cette base, on la met à votre disposition, on prépare tout, et les avions américains peuvent se poser là pour la campagne que vous allez mener contre l'Afghanistan. Alors pourquoi l'Afghanistan? Parce que l'Afghanistan est à cette époque gouverné par les talibans. Alors les talibans, ce sont ces groupes islamo-ultra-conservateurs de musulmans sunnites hyper conservateurs qui ont très largement commencé à martyriser la population afghane à l'époque et qui abritent Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est un mouvement donc dirigé par Oussama Ben Laden, le fils de cette grande famille qui a fait fortune dans les travaux publics et qui lui a été chargé. Lorsqu'il fallait chasser les soviétiques d'Afghanistan, les Occidentaux se sont appuyés sur différents appuis, différents mouvements, mais dont Al-Qaïda, qui était chargé de collecter de l'argent pour la lutte contre les soviétiques en Afghanistan, pour aider les moudjahidines afghans à financer leur guerre contre les soviétiques en Afghanistan, et aussi pour recruter des jeunes dans le monde arabe pour aller faire le coup de feu contre les soviétiques en Afghanistan. Et donc, véritablement, les talibans étaient dans une relation de complicité totale avec Al-Qaïda. Et Al-Qaïda, c'est les attentats dont nous venons de parler. Alors, du coup, il apparaissait comme parfaitement légitime de chasser les talibans du pouvoir, ce qu'on a fait. Et commence là, la première de ces guerres lointaines qui vont très durement marquer la démocratie américaine, marquer les États-Unis, et ça ouvre 15 à 20 ans de guerre civile et de déstabilisation de tout le Moyen-Orient qui n'en est toujours pas remis. L'Irak est dévasté, la Syrie est dévastée, le Liban est dévasté. Et donc, si vous voyez cette espèce de diagonale, de spirale arabe, ne s'est pas remis de ce fantastique déstabilisation qu'a été l'invasion de l'Irak par les États-Unis, deuxième guerre lointaine. Ces guerres lointaines n'ont pas été gagnées. Elles n'ont pas été perdues, peut-être, mais assurément, elles n'ont pas été gagnées par les États-Unis, comprendre par les Occidentaux. Et cette marque-là, elle est très profonde, elle explique en partie certaines des lignes de fracture de notre époque, et elle est ouverte par la réponse choisie par Bush face aux attentats du 11 septembre 2001. Sans doute y avait-il une autre réponse possible, moins spectaculaire, mais c'est celle que les États-Unis ont choisie. Et elle ouvre la porte à cette ère de déstabilisation et de chaos dont nous parlions au début de l'entretien. À l'époque, les personnes qui influençaient le plus la politique américaine, on les appelait les néoconservateurs, plus communément appelés les néocons, puisqu'il y a eu un certain nombre d'ouvrages là-dessus. Et ils avaient une théorie consistant à dire, aujourd'hui, le Proche-Orient, c'est le chaos total. Et donc, il faut remettre de l'ordre. Et donc, pour remettre de l'ordre, on va se lancer dans une politique ils appelaient ça le nations building, c'est-à-dire on va édifier ou réédifier des nations, d'où l'offensive contre l'Irak au nom de ce chaos qu'il fallait et puis importer la démocratie, on entendait beaucoup ça. Et en plus, bien aussi. sûr, en plus c'était le discours de base des néoconservateurs, c'était aussi d'importer la démocratie. En cela, d'ailleurs, j'avais beaucoup fâché un jour Pierre Jox, ancien ministre de François Mitterrand, parce que je lui avais dit, écoutez, c'est quand même le même discours que celui des armées révolutionnaires.
qui faisait la guerre en Italie pour installer la démocratie contre les monarchies, etc. Ça l'avait beaucoup fâché, ce rapprochement, parce que horreur, malheur, on pouvait sûrement pas comparer des Français, à des Américains, à des bien sûr, absolument. En tout cas, ça a donné un désastre absolu, puisque là, comme l'a dit Alain, le vrai chaos a suivi la guerre d'Irak et donc a profondément transformé la situation sur place, aux dépens d'ailleurs de ce que l'on pourrait appeler les intérêts entre guillemets occidentaux. Mais bon, ça, Bush s'est lourdement trompé. Et je me souviens aussi de la mise en scène qui avait été opérée par les autorités de l'époque, notamment par le secrétaire d'État américain, Colin Powell, pour montrer qu'il y avait vraiment des armes de destruction massive en Irak, pour nous essayer de nous en convaincre, ce qu'il avait eu du mal à faire, et ce qu'il nous avait d'ailleurs pas convaincus. Voilà, mais en même temps, il s'était quand même lancé dans cette opération qui aura des conséquences tragiques jusqu'encore aujourd'hui. Gardons-en encore un peu en réserve sur cette guerre en Irak, parce qu'on en reparlera très bientôt dans la suite de Mémoire d'un monde. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon, à très vite. Merci Hélène. Merci Hélène. Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Hélène Decommer. Présentation, Hélène Decommer. Production éditoriale, Hélène Decommer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.